Bonjour à vous, mes très chers amis. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui est presque entièrement dédiée au foot féminin. On adore ça, le foot féminin sur cette chaîne. On fait tout pour la promotion du foot féminin et grâce à vous, on va faire en sorte qu'on parle un peu plus des filles, que ce sport prenne de plus en plus de la consistance. Et c'est important, surtout quand on voit le nombre de spectateurs, encore une fois, hier, pour assister au match, certes un match amical entre la France et le Nigeria, donc à Angers, dans la froideur angevine, effectivement, du stade de Raymond Kopa. On est en droit de se poser des questions. J'ai regardé les affluences pour d'autres matchs qui ont eu lieu chez nos voisins, notamment au Portugal, où il y a eu quand même plus de 40 000 spectateurs qui sont venus assister au match entre le Portugal et la République tchèque. Il y a eu presque 17 000 spectateurs en Irlande du Nord. Alors oui, les matchs étaient importants, hein, c'était pour se qualifier pour l'Euro, donc il y avait de l'enjeu, effectivement. Mais à Wembley, entre les États-Unis et l'Angleterre, le stade était à guichet fermé. Je suis pas sûr que pour une telle affiche entre la France et les États-Unis, par exemple, ou la France et l'Angleterre, le stade de France soit comble. Donc ça pose question. On espérait que après la Coupe du Monde en France, qu'il y ait un engouement qui puisse naître, être suscité par une telle épreuve qu'on a organisée sur le territoire français. Et ça tarde à prendre forme, tout ça. Alors je sais pas si c'est suspendu à une victoire française dans un tournoi majeur. Ça doit être un paramètre à prendre en compte, effectivement, mais ça fait pas tout. C'est vrai que on a vraiment du mal en France à attirer les foules, à attirer du monde dans les stades. Il faut que les dirigeants se posent vraiment les bonnes questions, hein. Il y a beaucoup de choses qui traînent, comme la professionnalisation du championnat de France. Ça traîne. On doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Ce sont quand même des gens qui sont censés être brillants, qui ont des responsabilités. Il y a un enjeu énorme là pour la promotion du foot féminin. Il faut pas passer à côté, il faut pas tarder. Voilà, donc dans cette vidéo, on va faire le débrief du match France-Nigeria. Vous connaissez les différentes étapes. J'aime bien aborder les schémas tactiques. Ensuite, on parlera des enjeux de ce match, si tant est qu'il y en ait. Là, forcément tout le temps, hein, même s'ils sont pas évidents comme ça, notamment pour un match amical qui se niche au cœur de l'hiver, au début du mois de décembre, enfin fin novembre, début décembre. On va parler du déroulé du match et puis enfin on attribuera certaines notes à certaines joueuses qui ont brillé lors de cette rencontre. Alors, on va parler donc des schémas tactiques, notamment celui du Nigeria, donc l'équipe qui se déplaçait. Le Nigeria, donc, qui évoluait en 4-4-2, un schéma plutôt audacieux pour contrer l'équipe de France. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette équipe, dans ce 11 majeur, dans ce 11 de départ, il y a quand même quelques joueuses connues. C'est une équipe du Nigeria plutôt compétitive. Il manquait quand même une ou deux joueuses quand même de très très haut niveau, notamment Oshoala, donc l'ancienne joueuse du Barça qui joue aux États-Unis maintenant, qui n'était pas là. Mais il y avait quand même une très belle équipe, notamment 3 joueuses qui évoluent en première ligue Arkema. Jennifer Echegini, donc la milieu de terrain du PSG. Il y avait également Onu Monu, et l'attaquante de Montpellier, qui était là. La gardienne du PFC, donc Nadozier Chiamaka, qui était également là. Et puis il y avait, pour parler d'une autre joueuse illustre de ce 11, il y avait Ouchebe, la joueuse milieu défensive du Benfica. En face, Laurent Bonadei, donc lui, a été parti sur un 3-4-3 séduisant. C'est un schéma que moi j'apprécie énormément, que j'appelle beaucoup d'entraîneurs à mettre ce schéma-là en place, parce que
C'est un schéma qui privilégie quand même un coefficient de spectacularité super important, où c'est un schéma en fait qui, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je le redis là parce que c'est l'occasion encore une fois de le dire, c'est un schéma qui permet de basculer vers l'attaque. C'est un schéma qui est moins raisonné que le 4-3-3 par exemple. Et c'est un schéma qui provoque des déséquilibres, effectivement, chez les équipes adverses, mais qui peut aussi provoquer des déséquilibres au sein de sa propre équipe. C'est un peu comment dire, le désavantage aussi de cette tactique. Il faut vraiment ne pas avoir froid aux yeux pour proposer un tel schéma qui comporte des risques, mais qui vous permet quand même d'assurer le spectacle. Voilà comment je peux dire les choses par rapport à ce schéma. Mais moi, c'est un schéma que j'aime beaucoup en tant que spectateur, hein, bien évidemment. Je ressens pas les enjeux qu'il peut y avoir sur les épaules de Laurent Bonadei. Après, je l'ai dit à maintes reprises, on est encore dans une période pour le monde du foot féminin, du monde du foot de haut niveau féminin. On est dans une période où je pense que les entraîneurs peuvent encore, même si ils ressentent de plus en plus des enjeux liés au merchandising, liés au risque financier, on n'est pas encore dans des proportions égales à ce que peuvent connaître les hommes. Et c'est en ça que il faut que les entraîneurs soient audacieux et proposent du spectacle, parce que on peut encore le faire. Et là, donc, je suis bien content que Laurent Bonadei propose ce 3-4-3, un 3-4-3 où vous retrouvez donc sur la ligne défensive donc Sombat qui pour le coup avait sa première titularisation au sein de cette équipe de France, avec aux côtés d'une joueuse très expérimentée comme Renard, et Lacrar également, donc pour compléter cette ligne défensive. Devant, vous avez donc 4 milieux de terrain, les deux pistons, donc Lou Bogert sur le côté gauche, la joueuse du PFC, et Delphine Cascarino, l'ex-joueuse de l'OL, donc côté droit, et au milieu de terrain, donc Gayoro Toletti, une très belle association. Et puis devant, donc une ligne offensive, Majri, Katoto et ELS. Katoto et ELS qui n'ont pas eu souvent l'occasion, alors j'ai pas les stats ou les chiffres en tête par rapport à ça, mais il me semble qu'elles n'ont pas eu l'occasion énormément de jouer ensemble. Donc ça fait plaisir de voir une telle association devant, de joueuses techniques, de grandes joueuses. Donc c'est plutôt intéressant de les voir ensemble. Après, moi j'en profite pour vous donner quand même mon schéma idéal pour les épreuves qui arrivent, notamment contre l'Espagne, qui va être un vrai révélateur, ce match, mais aussi et surtout pour l'Euro 2025. Moi je partirais donc sur un 3-4-3 effectivement, avec une ligne défensive telle qu'on la retrouve là pour ce match contre le Nigeria, avec Alice Sombat, une joueuse que j'aime beaucoup, Renard. Comment peut-on faire sans Renard pour des épreuves aussi importantes, même si j'ai beaucoup tapé sur Wendy Renard, parce que j'estime qu'elle n'a pas fait assez sur les JO, notamment, dernière épreuve où elle a sombré avec l'ensemble de l'équipe. Puis Lacrar qui est une défenseur très rugueuse, très intéressante. Et puis donc vous pouvez mettre Mbok derrière, si tant est qu'elle retrouve quand même une forme optimale qui lui permette de jouer des matchs de très haut niveau sur la durée. Et puis Almeida aussi pour venir en renfort. Donc ça serait pas mal. Un peu plus haut, donc sur la ligne du milieu, vous pourriez avoir comme super piston Baltimore, et puis en renfort Karchaoui, puis de l'autre côté donc Cascarino, et puis en renfort Périssé qui est une super joueuse,
dont on ne peut pas se passer. On n'a pas le luxe de se passer d'une telle joueuse avec une telle expérience. Et puis, une façon de jouer très portée vers la performance, avec un mental d'acier, une joueuse vraiment très intéressante. On peut pas se passer d'Eve Périsset. Et puis en milieu de terrain, donc Guillaume Toletti, qui est une charnière qui doit fonctionner, en espérant que Toletti vraiment prenne de la consistance au travers des matchs qu'elle fait avec le Real, qu'elle prenne de la confiance, le capitanat qu'elle peut avoir dans des bouts de match de très haut niveau avec l'équipe de France doit lui permettre aussi de prendre ses responsabilités, qu'elle ne se défausse pas comme elle l'a fait malheureusement au JO, mais qu'elle prenne vraiment ses responsabilités, qu'elle joue avec de la personnalité. Et puis, alors à partir de ce moment-là, on aurait vraiment un milieu de terrain de très très haut niveau. Et puis devant, Majri qui revient très bien de sa grossesse, ça c'est une bonne chose. Katoto, qui serait donc épaulé par Matteo et Eugénie Le Sommer, qui serait là en renfort, et puis Gianni côté droit avec Béchaud en renfort. Ça c'est pas mal, on a quand même 13, 14 joueuses de très haut niveau, ce noyau dont je parlais, avec qui on doit travailler, notamment sur le mental, parce que la technique, le physique, elles l'ont, elles ont tout ce qu'il faut, même le QI football, mais vraiment le mental, travailler ce mental pour que il soit d'acier et paré pour toutes les épreuves que l'équipe de France pourrait rencontrer sur sa route. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Allez, maintenant on va parler des enjeux du match. Y en a-t-il dans ce match amical, comme ça, coincé au début de l'hiver, fin du mois de novembre, début décembre, les équipes finissent la première phase de leur championnat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Le Nigeria est la 36e nation mondiale. Eux, c'est intéressant pour eux parce que l'équipe de France est beaucoup mieux classée au niveau du rang FIFA. Je crois qu'ils sont 10e ou 11e maintenant, la France, mais ça reste quand même une nation de pointe, on va dire, une nation compétitive qui peut permettre au Nigeria vraiment de se jauger, de se tester en vue donc de la prochaine CAN. Une CAN qui devait se dérouler à l'été 2024, mais le Nigeria étant qualifié pour les JO, il y avait le Nigeria qualifié pour les JO, donc tout ça a décalé la CAN 2024 à l'été prochain, donc à l'été 2025, qui aura lieu donc cette CAN du 5 juillet au 26 juillet au Maroc, qui sera l'hôte donc de cette CAN pour la deuxième fois depuis la création de la CAN. Je crois qu'on en est à 15 ou 16 éditions. Le Nigeria qui est largement devant en termes de CAN gagné. Effectivement, ça reste encore la première nation africaine. Même s'il y a des nations qui commencent à pointer le bout de leur nez, et ça c'est très bien, ça permet au Nigeria aussi d'élever son niveau de jeu, donc c'est très très bien tout ça. Donc voilà, c'était intéressant quand même pour le Nigeria de rencontrer la France. De l'autre côté, la France, je l'ai dit, toujours en rodage. Laurent Bonelli, c'est son 3e match depuis son intronisation, donc il est toujours là à tester quelque chose, même s'il a resserré ou en tout cas il a construit son 11 au travers de joueuses quand même un peu plus expérimentées. Là seul Lou Bogart et puis Alice Sambat, première titularisation, c'est les seules joueuses qui étaient encore un peu tendres à ce niveau, mais le reste c'est quand même du lourd, de Katoto à Pauline Perromagnin en passant par Guillaume Toletti, c'est du très lourd. Voilà, donc la France qui elle commence à resserrer son équipe
autour de joueuses expérimentées, comme je l'avais indiqué dans une vidéo précédente. C'est important que Laurent Bonadei commence à dessiner son 11 majeur en vue de l'Euro 2025, un Euro qu'on ne peut pas louper, qui va être très très dur d'entrée, hein. Le plateau est resserré, c'est même beaucoup plus difficile que ce que vous avez au JO ou à la Coupe du Monde. Vous avez que des nations compétitives tout de suite, dès les matchs de poule, donc il faut être fort d'entrée de jeu. On a vu contre la Suisse que c'était pas évident, voilà, de tâtonner, de jouer peut-être avec des joueuses en manque d'expérience internationale. Donc là, Laurent Bonadei a une bonne idée, voilà, de construire son équipe autour de joueuses qui ont de l'expérience. Donc c'était le cas pour ce match. Donc ça, c'était parfait. Donc voilà, ça permet à Laurent Bonadei de voir comment les joueuses qui sont censées donc être titulaires dans cette équipe, comment elles se comportent dans un match quand même voilà, de haut niveau face à une équipe nigériane qui est pas facile. L'Espagne avait gagné difficilement au JO contre cette équipe du Nigeria 1-0. Donc c'est une équipe qui est quand même très intéressante. Alors, le déroulé de ce match. On peut dire que la première mi-temps était de bonne facture, hein. C'était prévisible, encore une fois, avec les joueuses qui démarraient le match. On connaît l'équipe de France, on a l'impression de toujours voir la même chose, mais on connaît les fulgurances de Delphine Cascarino sur son côté droit, qui est... D'ailleurs, le jeu est passé beaucoup plus par le côté droit, par ce piston qui est de Delphine Cascarino côté droit, que par le côté gauche, avec une Lou Bogart qui a moins de personnalité au haut niveau. Pour elle, c'est encore une découverte. Donc c'était tout à fait normal que le jeu passe par le côté droit, et on sait que Delphine est capable de faire de très grosses différences avec cette magie qu'elle a dans les pieds, cette façon de jouer. Ça n'a pas manqué donc dans ce match. Je l'ai dit, hein, le Nigeria, c'est une équipe qui est pas facile à appréhender. C'est une équipe qui joue physique aussi, qui joue beaucoup la contre-attaque avec des joueuses qui vont très très vite devant, Onu, Monu notamment, et puis les deux attaquants de devant. Donc c'était une opposition pas facile. Première mi-temps donc de bonne facture avec de l'intensité, de gros duels. Et on a eu forcément des belles séquences de jeu, notamment avec ce premier but d'ELS. ELS qui est dans une très bonne passe avec son club, l'OL. Et là, avec l'équipe de France, je crois que c'est son 4e but en 4 matchs de suite. Donc toute compétition confondue, club et équipe nationale. Donc elle est dans une très bonne phase. C'est dommage que la trêve approche, parce que ça peut couper le rythme d'une joueuse. On verra ce que ça donnera donc après la trêve hivernale. Mais là, voilà, donc elle a marqué un très beau but avec une très belle passe aveugle de Delphine Cascarino en profondeur pour Katoto qui est à la limite du hors-jeu, qui aussitôt fait une passe en retrait et ELS, Eugénie, qui, comme à son habitude, donc finit avec son plat du pied droit, plat du pied imparable. Ça m'a rappelé un petit peu le but qu'elle a marqué contre le Havre, avec une passe de Diani. Donc encore une fois, ELS en pleine forme. On peut dire la même chose de Amel Majri, donc qui revient donc aussi en pleine forme après sa grossesse. Dans cette équipe de France, on a senti qu'elle était très frustrée de ne pas avoir été appelée pour les JO. Et là, on a vu qu'elle était très très contente donc de son but, un but qui vient après une longue période de disette. Mais c'est dommage que la France n'ait pas pu préserver donc ce résultat de 2-0 à la mi-temps, qui aurait fait du bien, qui aurait permis de redémarrer la mi-temps plus tranquillement, et c'est là où on voit que l'équipe de France ne change pas. Elle a ses fulgurances, elle a cette façon quand elle va chercher le score
de dominer le match, de faire très mal aux adversaires, mais une fois qu'on a le score quasi assuré, il y a une forme de décompression coupable qu'on n'arrive pas à effacer. Et les entraîneurs se suivent, mais cette décompression coupable continue de survivre et fait très mal à l'équipe de France. Et là, le Nigeria en a profité. Et sur une contre-attaque, alors je l'avais dit, c'est vrai que le 3-4-3 pousse l'équipe à aller de l'avant, donc forcément, il y a des espaces derrière qui se créent. Ok, il faut être vigilant par rapport à ça. Et malheureusement, on a manqué de cette vigilance sur le but du Nigeria, qui est venu sur une contre-attaque menée tambour battant par Onumonu, qui est une joueuse aussi qui marque beaucoup en ce moment avec son équipe de Montpellier, qui a marqué donc pour la sélection nigériane. Et donc, qui vient remettre un petit peu le Nigeria dans la partie, alors qu'elle était la tête sous l'eau. C'est un peu dommage. La deuxième mi-temps, forcément, avec le jeu, des changements, il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre, notamment pour l'équipe de France, qui a pas changé pas moins de 5 joueuses. Donc ça crée du chamboulement dans le jeu, et on a eu une deuxième mi-temps un peu plus fade, où on a quand même pu juguler les attaques du Nigeria. On a fait preuve aussi on a eu des occasions qui nous auraient permis d'avoir un score un peu plus large, mais bon, l'essentiel est maintenu. On a quand même gagné ce match 2-1, et c'est ce qu'il faut retenir donc de la partie. Voilà. Et nous voilà donc arrivés aux notes des joueuses. Je vais noter là d'entrée de jeu donc Delphine Cascarino. Ça fait plaisir de la revoir. C'est vrai que maintenant qu'elle est au San Diego Waves, on a moins l'occasion de la voir jouer. Les matchs sont durant la nuit, donc c'est difficile de se lever pour aller voir des matchs de San Diego Waves, même si là c'est la trêve hein, aux États-Unis. San Diego qui n'a pas été qualifié pour les playoffs. Donc on est content de la voir donc revenir sur le territoire français. On l'avait vu dans les gradins, autour de la main courante au Groupama World Training Center pour le match de l'OL. Pour un des matchs de l'OL, je sais plus qui était l'adversaire, peu importe. Donc là, elle a été égale à elle-même. Voilà, une joueuse qui a 27 ans, 28 ans, qui a toujours eu ce feu dans les jambes. Malheureusement, 2 ruptures de ligaments croisés sont passées par là, et c'est vrai que elle est plus tout à fait capable d'avoir cette explosivité, de faire cette différence qu'elle faisait avant d'avoir ses blessures au genou. Hein. Mais voilà, c'est une joueuse qui a encore de la magie et qui fait beaucoup de bien à l'équipe de France côté droit. Le jeu est essentiellement passé par elle. Ça a été un sacré piston avec ELS et Katoto devant elle. Elles ont très très bien combiné ces joueuses, et c'est de bon augure pour la suite. Je vais mettre un 8 sur 10 pour ELS, je l'ai dit donc lors de mon déroulé du match. ELS qui est dans une passe superbe, incroyable, qui marque but sur but. Ça c'est bon pour sa confiance. C'est une joueuse qui était en déficit technique, en déficit physique aussi. Bon, elle a 34 ans, 33, 34 ans, donc l'âge commence à peser, hein, forcément pour ces joueuses. Mais voilà, elle arrive quand même à tirer son épingle du jeu en ce moment avec l'équipe de Lyon. Hein. La densité devant, on le sait, est énorme. Donc il faut quand même pouvoir exister, marquer des points aux yeux de Joe Montemuro. Elle le fait très bien. Et puis elle reporte cette confiance donc acquise au sein du club. Donc elle le transfère pour l'équipe de France, c'est très bien. Donc l'équipe de France en recueille tous les fruits. C'est une joueuse qui a toujours eu un QI de football au-dessus de la moyenne,
une joueuse qui était sensationnelle à son prime, et elle a encore de beaux restes, tant mieux, mais je pense qu'elle n'est plus apte à prétendre être titulaire dans l'équipe. Le mieux pour elle, c'est de rentrer lors des dernières demi-heures et quart d'heure du match. C'est là, je pense, où elle fera le plus de différence. Je vais mettre aussi la note de 8 sur 10 à Katoto. Donc, elle a formé Katoto une belle paire avec ELS devant. Ça fait plaisir de voir ces deux joueuses jouer, combiner ensemble. Katoto qui a fait une belle passe décisive à ELS, qui a donc marqué un but et qui a fait une passe décisive. Donc deux joueuses qui méritent la note de 8 sur 10. C'est très très bien. Je vais mettre la note de 7 sur 10 à Amel Majri, qui revient vraiment, qui a son à sa meilleure forme, et avec le club de l'OL, et là avec l'équipe de France. Donc c'est très bien, au bon moment, en prévision donc de l'Euro 2025, en prévision des grosses échéances qui vont arriver pour l'OL aussi. Donc c'est très très bien. Tout ça, Amel Majri qui va faire du bien à cette équipe de France, ça c'est sûr. C'était son premier but à Amel Majri depuis quand même septembre 2021 pour l'équipe de France. Donc on peut dire une longue période de disette depuis son dernier but. Alors, je veux dire entre 2021 et décembre 2024, il y a quand même eu que 8 matchs joués par Amel Majri. Bien sûr, durant ce laps de temps, Amel a été blessée, elle a quand même connu une rupture des ligaments croisés, et derrière, elle est tombée enceinte. Donc l'un et l'autre ont fait qu'on n'a pas vu Amel Majri depuis un certain temps sur les terrains. Elle revient petit à petit et elle monte en puissance, elle retrouve toutes ses sensations footballistiques, et ce sont ses clubs et l'équipe nationale qui en retire tous les fruits. Aujourd'hui, c'est très bien comme ça, donc 7 sur 10 pour Majri. Je mets une mention spéciale pour Alisson Bat, qui a fait une très très belle entrée pour sa première titularisation. Une joueuse que j'aime énormément, qui a une joie de vivre, qui resplendit. C'est une joueuse qui est amenée à avoir de plus en plus d'importance au sein de son club, dans un premier temps, et ensuite au sein de l'équipe nationale. Il est temps pour elle, parce que les années filent, donc il faut lui donner sa chance, qu'elle joue un peu plus souvent en club, et que ça permette à Wendy Renard de souffler, parce qu'il va y avoir de très grosses échéances, donc Wendy Renard soit à 100% de ses capacités physiques, et qu'elle profite de l'épanouissement progressif d'Alisson Bat, qu'elle concourt à rendre meilleure. Wendy Renard, elle apporte aussi son expérience, elle distille son expérience à une telle joueuse, donc ça c'est très bien aussi. Elle a fait une très belle impression lors de ce match, qui en appellera d'autres forcément, mais chaque chose en son temps. Maintenant, tout le monde est tourné vers ce match de prestige contre l'Espagne, qui sera un match révélateur, vraiment, d'où en est l'équipe de France, à quoi peut s'attendre l'équipe de France pour les prochaines échéances, parce que ne vous trompez pas, on appellera ça un match amical, mais ce sera tout sauf un match amical contre cette équipe d'Espagne, qui maintenant prend le dessus sur l'équipe de France. On peut dire qu'on a eu une longue période où on gagnait très souvent contre cette équipe ibérique, et la tendance est inversée depuis quelques années, avec une équipe d'Espagne qui a gagné même la Coupe du Monde, avec des joueuses formidables comme Aitana Bonmati, mais il y en a bien d'autres, Claudia Pina, dont il faudra se méfier donc mardi ou mercredi prochain. Mais il y a tellement d'autres joueuses dans cette équipe. Donc un match vraiment que je suis impatient de voir et de débriefer, bien entendu, sur la chaîne Fatmir Football. Donc si vous aimez le foot féminin, abonnez-vous, faites gonfler la chaîne. Ça sera
une toute petite action de votre côté, mais une énorme action pour le foot féminin, soyez-en sûrs. À très bientôt les amis, gros bisous à mes abonnés aussi. Va va voum.